Et ben, soit vous prévoyez vraiment pas vos saisons et vous écrivez vos épisodes un peu au fur et à mesure à ce niveau-là, soit j'ai vraiment pas compris vos intentions en fait. Déjà que le passage de la saison 2 à la saison 3 est quelque chose de discutable, mais là, cette façon d'amener la nouvelle situation autour d'Hector et compagnie, j'ai pas ressenti une seule seconde que c'était mérité ou que ça a été appuyé de façon vraiment notable. Je veux dire, il y a des détails de quelque chose, mais on va en parler, hein, puisque c'est sur ça qu'on se centre au début. Voilà, on se centre d'abord sur Hector qui déambule lentement dans les différents recoins du château de Carmilla de jour, histoire de bien appuyer qu'il semble s'être fait à l'endroit, on l'accepte, il n'y a pas de souci. Tu t'attends à ce qu'il soit traité un peu différemment, mais apparemment ça va. Puisque il y a Lénore qui vient le voir en lui disant écoute, la situation me déplaît un petit peu. Elle se confie à lui comme ça, c'est des amoureux en fait maintenant, hein, totalement. Et il n'y a pas ce côté tu es mon chien en fait. Il y a ce côté oui, bah, je t'aime bien, je fais en sorte de défendre auprès de Carmilla alors que pour l'instant t'as rien branlé en termes de forge puisque t'as pas ton arme et donc t'essaies de la reforger donc c'est compliqué tout ça tout ça. On appuie un peu ce côté là, le marteau tout ça qui doit se reforger en faisant au passage quelques petites comparaisons imagées à l'appareil reproductif. Genre tu sais faire ce truc là c'est comme une flûte, faut faire gaffe aux trous et si on souffle dedans quelque chose peut en sortir ou pas. Vous voyez le genre de truc? Vous voyez le genre de truc. Donc, voilà, hein, ce genre de dialogue qui est un petit peu discutable pour moi. Et là, une fois comme ça, quoi, ça va, mais on insiste vraiment. Hein, on file le truc un petit moment. Et voilà, on appuie que ça fait plusieurs semaines et les choses avancent, évoluent un petit peu. Il y a Hector qui gère pas mal de trucs en fait. Au nom de Carmilla ou pas, je sais pas trop, c'est pas clair. Il gère quelques moments de communication avec différents vampires. On le voit communiquer via un miroir avec Varley, enfin avec un homme de Varley, puisque Varley, donc le vampire qu'on a vu à la fin de l'épisode précédent, là, je dis, ok, il est totalement intégré. Et ouais, Lénore le considère bien, ne le traite pas comme un petit chien-chien qui doit le suivre, etc. Alors que c'est un petit peu ce qu'elle aurait à la fin de la saison précédente. Et je me dis, j'ai loupé un truc. Soit j'ai loupé un truc, soit vous avez complètement zappé la situation à la fin de la saison précédente à cet égard-là. Parce qu'il y a un truc qui tilte pas, quoi. Ça ne tilte pas. Pourquoi il n'est pas surveillé? Pourquoi on laisse se balader comme il veut? Alors, en dépit du fait qu'en plus, on a pu même dans cet épisode que Carmilla s'impatiente qu'il ait pas son marteau. Je sais pas, je sais pas. Pourquoi Lénore maintenant le considère presque comme un égal? C'est Lénore qui discute à corps et vers avec lui. Tu sais, maintenant, c'est vraiment préparation de la guerre pour tuer des humains, les parquets, tout ça, tout ça. Alors que mon truc, c'est quand même la diplomatie, je préfère ça, en dépit du fait que je suis une enfant de la guerre. Et je veux dire, avec ce qu'elle a mis en place, c'est clair et net, il fallait pas s'attendre à de la diplomatie, il fallait bien parquer les humains, etc. Le truc, c'est qu'en plus de ça, il faut gérer les autres vampires dans le coin et. Tiens, on va se pencher un petit peu là-dessus en détail, je reviendrai, mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment autour d'Hector que que ça tilte pas, tout simplement. Ça tilte totalement pas. Il s'est fait totalement la situation, il n'y a pas de problème. Et je me dis, au bout du compte, ça servait à quoi la scène où il se fait piéger par Lénore si, au bout du compte, les retombées psychologiques, on s'en bat les couilles. Genre, il devrait se sentir ultra trahi et au bout du rouleau qu'une autre personne à qui il a accordé sa confiance, avec qui il a été intime, le traite aussi mal et fasse comme si bah, c'était le nouveau toutou du coin. Mais c'est non, non, il suffit, il n'y a pas de problème. Et donc, le plus logique pour moi, ça aurait été de ne pas faire cette scène. De juste dire qu'il a accepté de faire un traité. À la limite, l'anneau qu'on lui a donné, il aurait pu accepter de le porter volontairement en disant ok, je vais faire ce compromis avec vous pour être sûr que de ne pas vous trahir plus tard, quoi, en me promettant vous-même d'être bien traité. Ce qu'il est, il est totalement bien traité. Et je me dis, ok, très bien, ça passerait très bien, il n'y avait pas besoin de faire ce truc à je couche avec toi pour te piéger, pour qu'au bout du compte, ben, c'est vrai, elle est attachée à lui, il y a
une histoire de couple sérieuse entre eux, où ils se considèrent de façon à peu près égale. Il y a un truc qui m'échappe totalement, quoi. Alors, à nouveau, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais j'ai vraiment l'impression que cette série, c'est pas ce qu'elle a instauré, en fait. C'est un peu chiant. Donc il y a ça, et puis aussi il y a une espèce de petit mystère sur le fait qu'il met des petites pierres bizarres magiques dans les fissures du château. Il prévoit sans doute un sort, une connerie comme ça pour s'en sortir. Étant donné qu'il n'est pas surveillé et qu'apparemment on lui fait bien confiance, Lénore, mais putain, c'est quoi cette régression, quoi? Je trouve sincèrement qu'il y a une grande régression du personnage qui dit ah, ouais, ça m'embête un peu que ce soit pas pacifique. Ah, je préfère la diplomatie, tout ça. Je me confie à toi, j'aime bien. C'était justement parce que c'était cette impression qu'elle renvoyait et qu'elle voulait défaire aux yeux des lecteurs, aux yeux du spectateur, que ça la rendait intéressante et prenante à suivre si vous la faites baisser à ce niveau-là. Et quand je dis que ça donne cette impression-là, ça se ressent aussi avec en interaction avec Carmilla juste après. Parce que voilà, l'interaction avec Carmilla juste après, elle vient parler donc à sa grande sœur pour lui dire t'es sûr de ce que tu veux faire, préparer cette grande guerre pour avoir ce qu'on met en place. Et Carmilla met en avant qu'au bout du compte, le plan qu'elle a mis en place, c'est pas juste d'avoir notre grand hangar à viande disponible en conquérant une grande partie du pays, c'est en fait de conquérir le monde entier. Non, parce qu'il faut dire ce qui est quand même le plan qu'elle a balancé dans la saison précédente. J'en ai déjà parlé, et on l'a même pointé dans la série elle-même, et c'est pas un plan. C'est juste, et ça vous dirait qu'on conquiert une partie du territoire pour avoir plus de puissance, et dire, ok, on peut peut-être organiser une tactique pour ça, c'est ça en gros ce qui s'est passé avec la sororité. Et là, elle dit carrément, bah en fait, il y a toutes ces factions de vampires qu'on pourrait faire descendre, tous ces vieils hommes aigris qui contrôlent tout. Je ne vais plus de ces bonhommes au contrôle, je vais tout renverser, tout prendre, pour leur montrer, eux qui m'ont toujours dénigré, eux qui n'ont jamais été derrière moi parce que j'étais une femme, donc j'étais inférieur à leurs yeux, que je suis supérieur. Et oui, de base, ça va comme motivation, surtout que ça colle un peu à la considération des femmes de l'époque, donc ça passe bien, mais c'est juste, waouh, on en est vraiment au stade où on perd le micro-chouïa de subtilité qu'il y avait chez le personnage, quoi. Voilà, maintenant je veux tout prendre, tout contrôler, carrément, c'est le plan. Ok, c'en est à ça, Carmilla. Et il y a Lénore qui se dit ah, quand même, je suis un petit peu pas sûr, hein, tu vas peut-être un peu loin, soyons plus sages, tout ça. Ok, donc elle est beaucoup plus frileuse. Et j'ai vraiment pas l'impression de voir les personnages, que ce soit Hector, Lénore ou Carmilla, qu'on a mis en place dans la saison précédente. Déjà que Carmilla, j'ai l'impression qu'elle avait régressé un petit peu dans la saison 3 par rapport à la saison 2, mais là. Oui, c'est la femme aigrie par les hommes qui veut se venger de tous et contrôler le monde. Fort bien, fort bien. Je sens que ça va pas bien coller, ça marchera pas. Mais bon, sinon, ouais, cette partie-là se termine avec Hector qui semble finir son fameux marteau magique. Donc voilà, tout cette espèce de discours pour dire ah tu sais c'est compliqué, si j'ai pas les bons matériaux pour faire ci ça, ça se fait pas comme ça, ben il y arrive juste après. C'était bien la peine de faire tout un discours là-dessus. Donc c'est la première partie de l'épisode. La seconde et dernière partie, il n'y en a pas des masses, c'est autour de Trevor et Sypha qui essayent de se poser dans une grange la nuit. Dans une ville contrôlée par les monstres et les vampires qui donc ne sortent que la nuit. Donc vous vous doutez que ça va pas bien finir, hein, puisqu'ils sont suivis par donc Varney, je sais plus, et son second qu'on a vu dans l'épisode précédent, qui les observe un petit peu pour commencer. C'est-à-dire ils les attaquent pas direct, mais ils vont le faire dans pas longtemps. Enfin, est-ce que c'est eux qui les attaquent direct ou c'est d'autres monstres? Je crois que c'est une autre équipe de monstres qui vient d'ailleurs. Bref.
Voilà, ils sont attaqués par un groupe de monstres, tandis qu'il y a le second de Varney qui dit: «Ah, regarde leur peau, tellement lisse, tellement soyeuse, j'ai envie de les porter. Regardez les sanguinaires, il aime porter la peau de ses victimes. Fouhouhou, edgy.» Donc, ouais, hein, ils sont attaqués par un groupe de monstres qui sont bien voraces, hein. Ils résistent bien, ceux-là, hein. Et ouais, c'est difficile, c'est vraiment difficile pour eux. Ils ont beaucoup de peine, et s'ils n'avaient pas été aidés par un groupe de soldats du coin, dirigé par quelqu'un qui s'appelle comment déjà? Il faut que je le dise, sinon ça va me saouler. Elle s'appelle Zamfir, voilà. Une femme du nom de Zamfir qui se bat à leur côté dans un combat vraiment délicat, vraiment difficile, parce que les monstres sont hyper résistants. Genre, tu leur troues la peau, ils saignent bien, mais ils résistent quand même. Il y a Sci-Fi qui les plante avec des pics de glace et vous voyez, ça leur fait mal, mais ils continuent de bouger. Et la seule chose qui marche bien de façon assez directe et rapide, c'est le fouet de Dracula, enfin plutôt la Morning Star de Dracula, qu'il n'utilise pas durant une grande partie du combat, parce que sinon ce serait trop rapide. C'est plus ou moins ça. On trouve un petit peu des excuses pour pas qu'il l'utilise directement. Mais bon, hein, voilà, c'est un combat délicat, difficile, où il y a beaucoup de risques de crever de la part de nos héros. Et oui, les deux soldats qui accompagnent Zamfir finissent par se faire boulotter un petit peu, alors qu'ils finissent de tuer les monstres. Hein, donc je tiens à le préciser une énième fois, le combat est très bien foutu, que ce soit dans le visuel, dans le rythme, et la chorégraphie aussi est très bien faite. Donc après cette intervention-là, donc il y a la fille qui vient leur parler, leur dire euh, qu'elle est de la cour royale du coin, la cour royale de la ville qui s'appelle Targovist. Là aussi, il faut que je retienne ça. Cette capitale qu'on a vue donc depuis l'épisode premier de la série, et ouais, il y a des survivants, ils essayent un petit peu de s'organiser dans les souterrains, et la cour principale qu'on continue de protéger certaines personnes de façon un peu délicate, un petit peu discutable, semble-t-il, parce que déjà, cette fille ne semble pas trop s'inquiéter du sort de ses deux compagnons d'armes, qui donc ont été butés, et ouais, elle a ce côté un peu mystérieux dans ses intentions, parce que déjà elle se dit, avant de vous accepter pour vous battre avec moi, hein, ce sera un honneur très certainement, mais il faut quand même que je sois sûr de vous, tandis que alors qu'elle voit rapidement les ombres de Varley et l'autre qui se barre, elle a un petit peu peur et se barre elle-même. Sachant que je me pose un petit peu la question, pourquoi Varley et l'autre se barrent en fait? Je veux dire, t'as affaire à des guerriers un peu diminués. C'est sans doute une des meilleures chances que t'aurais, à moins que t'aies beaucoup plus d'hommes et que tu veuilles l'attaquer vraiment à fond par le nombre, c'est pas impossible. Mais pourquoi tu n'essayes pas d'attaquer tout de suite avec ce que t'as, alors qu'ils ont déjà eu du mal et que, bon, t'as buté deux des hommes qui les suivaient? Je sais pas, je sais pas. Il y aura sans doute une explication à ça. En tout cas, voilà, ils sont un petit peu... Ils se posent quelques petites questions sur la chose, même si elle a l'air pas méchante, la fille, et ils ne la suivent pas directement. C'est-à-dire que bon, elle s'est barrée, à moins qu'ils fassent un sort pour la tracer, ils vont pas la retrouver tout de suite. Et tandis que, en fouillant les corps des deux morts, ils voient qu'il y a des espèces de pierres brillantes, des talismans, j'imagine, dans leur poche. Et je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, c'est un petit peu le mystère qu'on veut instaurer. Je pense que ça doit être des pierres de contrôle. Et c'était des sortes de poupées en fait, hein, un peu comme ce qu'on avait vu il y a deux épisodes de ça, trois épisodes de ça maintenant, à l'avant-dernier épisode de la saison 3, avec le magicien qui contrôlait mentalement des personnes. Là, ça doit être la même chose, mais il les contrôle mentalement avec ces petits talismans-là. Je pense, hein, ce n'est qu'une supposition de ma part, donc ouais, si on essaie de créer un mystère autour de ça, c'est un méchant qui n'a pas de lien trop direct avec Carmilla, sur lequel on va s'étendre longtemps, et
Putain, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur qu'on rush le combat final contre les méchants qu'on a instaurés pendant pas mal de temps. Tout ça pour les remplacer par des méchants secondaires de même niveau, même de moindre niveau. Donc, je sais pas. Les craintes que je formulais à la fin de la saison 2 par rapport aux enjeux, aux ambitions qui risqueraient d'être en baisse par rapport à ce qu'on a eu, elles commencent un petit peu à se réaliser. Je vous cache pas, je vois difficilement mon intention être autant alertée, autant prise par rapport à ce qui se prodigue à l'horizon comparé à ce qu'on a eu dans la saison 2. Donc, j'y crois plus trop. Hein, je veux dire, ça pourrait être acceptable. Pour l'instant, j'apprécie acceptablement, mais j'y crois pas des masses non plus. Et ouais, ça veut aussi dire que Isaac s'est posé sur son cul et s'est juste contenté de faire plus de monstres dans son coin durant les plusieurs semaines qui se sont déroulées entre les épisodes, quoi. Ouais, donc, ok, hein, on verra un petit peu ce qu'il en est. J'ai du mal à croire qu'il ait renoncé totalement à se venger directement de Carmilla, quoi. Ce serait ridicule, un peu rapide. Si je suis censé prendre sa réaction dans l'épisode final de la saison 3 comme ça, je trouverais ça ridicule personnellement. Mais bon, on verra, on verra. En attendant, c'était un épisode correct, sans plus. Le problème vient pas tellement de comment c'est mis en scène, surtout la scène autour de Lénore, Hector et Carmilla, c'est surtout que c'est tellement détaché de ce que ça a mis en place avant que j'arrive pas à entrer particulièrement dedans. Mais je dis pas que c'est affreux, et toute la partie autour de Trevor, Sci-Fi et Zimphar, putain, chiant ça. Zamphir, voilà, c'est ça. Risque d'être intéressante par la suite. Mais intéressante à prendre comme une histoire comme ça, pas le début de la saison de fin, vous voyez. C'est compliqué, donc j'apprécie correctement globalement. Hein. Et qui sait, peut-être qu'on va pas s'étendre tant que ça sur la partie à la capitale et qu'on passera du temps suffisant sur le conflit contre Carmilla, Isaac, etc. C'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!